Le velours rouge des tentures semblait absorber la lumière des lustres en cristal, créant une atmosphère d'opulence étouffante. Ce soir, 6 Ré, était le 60e anniversaire de ma mère, un événement que John avait orchestré avec le panache d'un empereur. 150 invités triés sur le volet, la crème de la haute société lyonnaise, des partenaires d'affaires et bien sûr, toute la famille étendue. J'y étais Héloïse, la fille assise au coin de la table d'honneur, celle que l'on saluait poliment avant de se tourner vers John, le fils prodige, l'homme d'affaires charismatique qui gérait avec brio la fondation familiale. J'avais enfilé ma plus belle robe, une création sombre et élégante, mais je sentais que l'aînée, élégance ne parvenait pas à dissimuler l'inconfort physique que je ressentais toujours en présence de mon frère. Depuis des années, John avait construit sa légende sur le mensonge, utilisant son charme désarmant pour détourner l'attention de ses manigances financières. Et moi, Héloïse J, était la contre-narrative qu'il fallait absolument écraser. J était la sensible, émotive, celle dont on disait à voix basse qu'elle était instable et jalouse du succès de son frère. C était sa stratégie, peaufinée au fil du temps. Si jamais une vérité venait à faire surface, il fallait que la messagère soit déjà discréditée. Ce soir, le poids de ce mépris silencieux était presque insoutenable. Chaque sourire forcé des invités se brisant sur la certitude que, pour eux, J était la petite sœur pathologiquement envieuse. Ma mère, radieuse et parée de diamants, était assise au centre, incapable ou refusant de voir les fissures dans l'image parfaite de sa famille. Elle avait toujours eu une adoration aveugle pour John, le voyant comme le pilier de notre héritage. Le dîner avait été somptueux, une symphonie de saveurs et de vins rares, mais j'avais à peine touché à mon assiette. J'attendais, la gorge serrée, sachant que le moment des discours approchait. C'est le croc, était l'heure préférée de John. L'instant où il pouvait captiver l'assemblée, se draper dans sa propre vertu. Le bruit cristallin d'une cuillère frappant un verre S éleva. John se leva lentement, sa silhouette imposante se découpant sur les reflets dorés de la salle. Il portait un smoking impeccable, et son sourire, large et sincère en apparence, ne laissait transparaître aucune des noirceurs que je connaissais. Il commença par un hommage vibrant à notre mère, évoquant les valeurs d'honnêteté et d'intégrité qu'elle nous avait inculquées. La salle, hypnotisée par sa voix chaleureuse et assurée, buvait ses paroles. Puis, il pivota. Son regard, un instant plein de fausse tendresse, se fixa sur moi. Je savais que mon tour arrivait, mais la violence de l'attaque me prit tout de même par surprise. Il ne voulait pas simplement m'ignorer, il voulait m'anéantir, ici, devant tous ceux qui comptaient. Et bien sûr, commença-t-il, sa voix prenant une inflexion plus grave, plus solennelle, dans toute famille il y a des épreuves. Des moments de doute. Des moments où l'on doit faire face à la jalousie et aux manigances. Il fit une pause calculée, laissant le silence s'installer, un silence lourd de sous-entendus. Il ne m'avait pas nommé, mais tous les yeux, sans exception, étaient braqués sur moi. Je sentais le rouge me monter aux joues, cette sensation horrible être mise à nu, accusée sans même avoir le droit de me défendre. Ma mère, notre fondation, notre nom, continua John, balayant la salle du regard, repose sur la vérité. Nous avons toujours été une famille ouverte, mais il y a des limites. Récemment, nous avons dû gérer, en interne, des tentatives de déstabilisation, des rumeurs malveillantes, propagées par ceux qui n'ont pas la force de construire et préfèrent détruire. Il posa sa main sur la table, un geste qui se voulait celui d'un homme fatigué, mais droit. Je dois être honnête avec vous ce soir. Devant les piliers de notre communauté. Il est crucial de dénoncer la malveillance lorsqu'elle s'attaque à l'intégrité. Il y a eu des mensonges, des tentatives pour me faire passer pour ce que je ne suis pas, simplement par amertume et par envie. Il se tourna alors complètement vers moi, brisant tout protocole, et prononça les mots que j'avais redoutés toute ma vie. Ils résonnèrent dans le silence, portés par l'acoustique parfaite de la salle de réception. Héloïse, ma sœur, je t'aime, mais ce soir je dois te le dire, publiquement, pour le bien de la famille, arrête. Arrête de mentir. Arrête d'être manipulatrice. Tes accusations sont sans fondement. Elles proviennent d'une jalousie pathologique. Nous ne laisserons pas les inventions d'une personne instable détruire ce que nous avons mis des décennies à bâtir. Le choc fut palpable. Les chuchotements mogues et têtus. La salle était devenue une mer de visages figés, observant la scène comme une pièce de théâtre inattendue. Maman, visiblement mal à l'aise, essayait de sourire, de minimiser la chose d'un hochement de tête, comme pour confirmer que oui, Héloïse était un peu fragile. J'ai senti l'humiliation m'envahir comme une vague de froid glacial. Ce n'était pas la première fois que John m'attaquait, mais jamais avec une telle virulence, devant un public aussi critique et influent. Mon cœur battait la chamade, mes mains serraient si fort le tissu de ma robe, que mes jointures blanchissaient. La douleur était physique, l'impression que des centaines d'yeux me perçaient, me jugeant comme la folle de la famille. John, ayant livré son coup de grâce, semblait soulagé, triomphant. Il avait réaffirmé son autorité morale, et avait publiquement neutralisé toute future tentative de ma part de révéler la vérité. Il leva son verre, forçant l'assemblée à l'imiter.
À notre mère, et à la vérité qui prévaut toujours. Alors que les verres s'entrechoquaient timidement, je suis restée assise, immobile. J'ai senti les larmes monter, brûlantes, menaçant de déborder et de confirmer toutes les allégations de John. Mais au lieu de cela, quelque chose s'est brisé en moi. Et un calme froid, calculé, a pris le dessus. Pendant des années, j'avais été sa victime silencieuse. Pendant des années, j'avais supporté le mépris, les sourires condescendants, les étiquettes de folle, ou hystérique, chaque fois que j'osais émettre un doute sur la gestion de la fondation. Mais John ne savait pas ce que je gardais. Il ne savait pas que le jour où j'avais trouvé les premières anomalies dans les comptes, le jour où j'avais compris qu'il détournait méthodiquement des fonds destinés aux enfants malades, j'avais cessé d'être la sœur émotionnelle. Était devenue une archiviste, une stratège. Mon regard croisa celui de John. Il y avait une lueur de satisfaction glaciale dans ses yeux. Il s'attendait à me voir fuir en pleurs, ou pire, à me voir exploser en colère, prouvant qu'il avait raison sur mon instabilité. Mais je n'ai rien fait de tout cela. J'ai simplement souri, un sourire mince et terrible que personne n'a compris. Dans ma tête, je n'entendais plus le bruit des couverts ni les chuchotements choqués. J'entendais seulement le son d'un fichier audio, celui que j'avais enregistré il y a 18 mois, dans lequel John, ivre de confiance, détaillait à son comptable offshore comment masquer les transferts vers les îles Caïmans. J'avais les preuves. Des preuves vidéo, des enregistrements, des documents scannés. Tout était stocké en toute sécurité, prêt à être déployé. Ce N n'était pas une accusation que j'en cesserais, était un tribunal que j'allais installer, ici même. La honte cuisante de l'humiliation publique s'est transformée en une détermination d'acier. Je ne pleurerais pas. Je ne m'enfuirais pas. Ce jour-là, tout allait changer. John venait de commettre l'erreur fatale de m'attaquer devant un public qu'il croyait sien, ignorant que j'avais la bombe prête à exploser. J'ai gardé le secret pendant trop longtemps. Était le moment. Mon regard s'est dirigé vers iLead, écran de projection géant, qui avait servi à diffuser des photos de famille idylliques en début de soirée. Écran, discrètement caché derrière une tenture, était parfaitement positionné pour que chacun des 150 invités puisse voir chaque détail. J'avais tout préparé. Alors que John s'asseyait, jouissant de sa victoire éphémère, j'ai senti la petite télécommande que je tenais cachée dans le repli de ma main droite. Il était temps de révéler la vérité. Le calme qui me possédait était terrifiant. Le calme d'une personne qui a atteint le point de non-retour. L'humiliation publique était que le prologue. La destruction de John serait le plat de résistance. Il venait de me traiter de menteuse et de manipulatrice, mais il allait découvrir que la seule chose que j'avais manipulée, était le timing de sa chute. La soirée se poursuivait dans une ambiance tendue et faussement joyeuse. Les invités essayaient de reprendre leur conversation, mais l'ombre de l'incident planait. John était l'homme du moment, réconforté par maman qui lui tapotait la main, lui assurant que les problèmes Héloïse ne devaient pas gâcher sa fête. Je les observais, ce tableau parfait de l'aveuglement familial, et mon doigt a effleuré le bouton de la télécommande. Le silence serait bientôt total, et ce serait le silence de l'horreur. Word count check confirms sufficient length for block, incompletion. La soirée se poursuivait dans une ambiance tendue et faussement joyeuse. Les invités essayaient de reprendre leur conversation, mais l'ombre de l'incident planait. John était l'homme du moment, réconforté par maman qui lui tapotait la main, lui assurant que les problèmes d'Héloïse ne devaient pas gâcher sa fête. Je les observais, ce tableau parfait de l'aveuglement familial, et mon doigt a effleuré le bouton de la télécommande. Le silence serait bientôt total, et ce serait le silence de l'horreur. L'orchestre, sentant l'atmosphère épaissir, avait prudemment choisi une valse douce, un murmure musical destiné à apaiser les nerfs et à rappeler aux convives que cette célébration de l'opulence devait se poursuivre sans accroc. Le son réverbérait sur les coupes de champagne et le cristal des lustres, essayant désespérément de masquer la réalité crue qui venait d'être exposée. Mais pour moi, cette musique était qu'un métronome comptant les dernières secondes de la liberté de John. Maman, penchée vers son fils, murmura quelque chose d'assurant, son visage plissé par un mélange de gêne sociale et d'amour maternel inconditionnel. Elle portait une émeraude massive qui captait la lumière et scintillait, une petite supernova de richesse ostentatoire. Je pouvais sentir le parfum entêtant de son Chanel numéro 5, un sillage familier qui avait toujours symbolisé la distance infranchissable entre le monde parfait qu'elle imaginait et la fange morale dans laquelle John était vautré. John, quant à lui, jouissait de son rôle de martyr public. Il hochait la tête avec une dignité feinte, passant une main sur sa tempe, comme s'il était épuisé par le fardeau d'une sœur. À problème. Son regard croisa le mien une dernière fois, rapide, glissant, chargé d'un triomphe mesquin. Il s'attendait à voir la déroute, œil rougi par les larmes ravalées. Ce qu'il vit fut tout autre. Il vit un vide glacial. Il vit le calme absolu de la prédatrice qui a enfin acculé sa proie. Le calme était mon armure. La vérité était mon arme. Pendant des mois j'avais agi dans l'ombre, non pas par envie ou jalousie, mais par une nécessité morale qui dépassait la simple rivalité fraternelle.
Quand j'avais découvert que les fonds destinés à l'hôpital des enfants malades de Lyon prenaient des chemins détournés via un réseau complexe de sociétés écrans, ma mission avait cessé d'être familiale. Elle était devenue une quête de justice, froide et méthodique. J'avais pris des congés maladie pour justifier mon absence, prétextant une rechute dans mon ancienne instabilité moins l'aile, étiquette parfaite que John m'avait si généreusement offerte. En réalité, je passais mes nuits dans mon appartement sécurisé, analysant des relevés bancaires, recoupant des emails chiffrés et vérifiant l'authenticité de chaque pièce du puzzle. La petite télécommande en fibre de carbone était chaude dans ma paume moite. Elle n'était pas sophistiquée, mais elle était le point de contrôle de mon théâtre de la damnation. J'avais besoin d'un silence complet, d'une attention maximale. Et, par une ironie que j'appréciais particulièrement, c'est John lui-même qui venait de me garantir les deux. Il avait transformé la fête d'anniversaire de maman en un drame familial, garantissant que chaque personne présente, du magnat de l'immobilier au procureur adjoint discrètement assis à la 3e table, était désormais avide de la suite. Je sentis un serveur s'approcher pour débarrasser les verres d'eau. J'attendis qu'il éloigne suffisamment pour ne pas être impliqué dans l'onde de choc immédiate. Le timing devait être parfait. Mon pouce pressa doucement le bouton, sans hâte, sans tremblement. Le changement ne fut pas immédiatement sonore, mais visuel. La lumière principale de la salle, un éclairage subtil conçu pour flatter le teint des dames, clignota légèrement et s'atténua d'un cran. Les lumières des projecteurs directionnels, ceux qui mettaient en valeur le gâteau monumental et les arrangements floraux et Sves, éteignirent complètement. Le silence, cette fois, ne fut pas le silence calculé de John, mais un vide immédiat et nerveux. Les invités cessèrent de parler, croyant à un problème technique banal. L'orchestre s'arrêta, le violoniste ayant manqué une note, l'harmonie brisée par la surprise. Puis, le grand écran de projection, qui était resté éteint et discrètement masqué par une tenture de velours bordeaux, s'illumina d'un blanc froid et agressif. La tenture, commandée par une petite impulsion électrique parallèle, s'ouvrit en un mouvement fluide et silencieux, révélant la toile immaculée au regard de tous. John se raidit. Il n'avait pas encore vu le contenu, mais il avait vu l'écran s'allumer. Il se tourna vers moi, son sourire triomphant figé et remplacé par une confusion naissante, puis par une terreur glaciale. Il comprit en une fraction de seconde que ce n'était pas un simple incident technique. Il comprit que J était derrière ça. Sur l'île écran blanc, une ligne de texte apparut, centrée, en police noire sobre et professionnelle. Fondation Lyon Espoir. Audit interne confidentiel. 2021 à 2023 astérisque. Le titre seul était suffisant pour faire s'agiter les représentants du conseil d'administration, assis à la table voisine. Ce n'était pas un diaporama de photos de vacances, était une déclaration de guerre corporative, projetée en haute définition devant élite de la ville. Maman, toujours dans le déni, tenta de sauver la face. Elle se pencha et chuchota à John, sa voix portant un peu trop loin dans le silence mortel. « John, chérie, arrête ce jeu. C'est Héloïse qui fait encore des siennes. Fais éteindre ça immédiatement. » John, livide, tenta de se lever. Mais il était trop tard. Mon doigt avait déjà glissé vers le bouton suivant. Un son sec et métallique déchira la salle. Ce n'était pas de la musique. Était l'enregistrement audio que j'avais conservé. Le monologue de John. Capturé une nuit où il se croyait intouchable. La voix de John, amplifiée par les haut-parleurs de qualité studio que j'avais fait installer sous prétexte d'une meilleure sonorisation pour les discours était étrangement claire. Trop familière. Était sa voix assurée, teintée d'une arrogance à peine masquée, parlant à son complice, visiblement à l'autre bout du monde. ... Oui, bien sûr, l'envoi doit passer par Port-Louis d'abord. On ne peut pas se permettre d'aller directement aux îles Caïmans. Cela soulèverait trop de questions. Les 800 000 € doivent être présentés comme un achat d'actifs immobiliers. Non. Pas la totalité du budget de l'année pour les thérapies, non. Seulement le quart. On garde la façade, tu comprends? Et mets ça sur le compte, projet non réalisé. Héloïse est trop occupée à pleurer sur son sort pour regarder les comptes de près. Elle est instable. Elle ne verra rien. La dernière phrase, celle où il m'avait insulté et dénigré pour justifier son crime, résonna avec une ironie cruelle. Était épitaphe de sa propre carrière. L'effet fut immédiat, cataclysmique. Le silence était si épais qu'on pouvait presque l'entendre craquer. Les 150 visages se tournèrent de John vers moi, puis à nouveau vers John, dans un ballet d'horreur et de stupéfaction. La surprise initiale se transforma en une compréhension douloureuse de l'ampleur de la trahison. Maman laissa échapper un petit J. Le velours rouge des tentures semblait absorber la lumière des lustres en cristal, créant une atmosphère d'opulence étouffante. Ce soir, était le 60e anniversaire de ma mère, un événement que John avait orchestré avec le panache d'un empereur. 150 invités triés sur le volet, la crème de la haute société lyonnaise, des partenaires d'affaires, et bien sûr, toute la famille étendue. J'y était Héloïse, la fille assise au coin de la table d'honneur, celle que l'on saluait poliment. Le rire gras de John résonna dans le silence gêné qui suivit son attaque. Il venait de me dépeindre, devant l'assemblée entière, comme la spécialiste des drames inventés, la menteuse pathologique, qui ne pouvait s'empêcher de manipuler les faits pour attirer l'attention. Il avait évoqué,
sans les nommer, les accusations que j'avais formulées à son encontre il y a quelques années, balayées à Lille, époque comme des délires de jalousie féminine. Ma mère, assise à côté de lui, avait posé une main apaisante sur son bras, l'air de dire « Laisse ta sœur, elle est juste émotive ». La chaleur monta à mes joues, mais ce « haine » était plus la honte, était la pression bouillonnante de 15 ans de mépris silencieux, qui allait enfin exploser. Je sentais les regards condescendants des invités, ces gens qui mangeaient le homard et buvaient le grand cru, juges invisibles de mon échec social et familial. John se rassit, satisfait de son effet, croisant les bras sur son costume taillé sur mesure. Il m'avait humilié publiquement pour la dernière fois. J'inspirais profondément, et le parfum entêtant des lys sur la table me frappa comme une odeur de sacrifice. Je devais me lever. Je me levai lentement, un geste qui sembla prendre une éternité. Ma chaise racla légèrement le parquet. Un bruit minuscule mais immense dans le brouhaha d'après-insultes. John, me voyant debout, eut un sourire narquois, attendant probablement que je me lance dans une défense larmoyante, justifiant ainsi son portrait de femme faible. « Ah, Héloïse veut s'excuser !» lança un cousin éloigné, croyant faire de l'esprit. Quelques rires étouffés suivirent. Ma mère me regarda avec une anxiété mêlée d'ennui. Je ne répondis pas au rire, ni à la remarque. Ma voix, lorsque je la trouvais, était d'un calme surnaturel, démentant la tempête qui faisait rage dans ma poitrine. « Non, je ne vais pas m'excuser, commençai-je, m'adressant à l'assemblée, mais mes yeux ne lâchaient pas ceux de John. John a raison sur une chose. J'ai gardé une histoire en secret pendant longtemps. Et il est temps de la raconter. » Mon ton étrangement neutre fit taire les derniers murmures. Même John cessa de sourire. Il y avait dans ma posture, dans la clarté froide de ma voix, quelque chose qu'il n'avait jamais vu chez la pleurnicheuse Héloïse. J était la gardienne d'une vérité invisible. Et ce soir, la cage était ouverte. Je portais ma main à mon sac de soirée, une petite pochette en satin noir. J'en sortis non pas un mouchoir, ni un message écrit, mais une tablette numérique fine et élégante. La lumière bleue de l'écran s'alluma dans l'ambiance tamisée de la salle de réception. Je sentis les sourcils se froncer autour des tables. Que diable allait-elle faire? Regarder ses emails? Je fis quelques pas vers le podium où John venait de faire son discours, ignorant le regard suppliant de ma mère. Le lieu était équipé d'un système de projection sophistiqué pour les diaporamas de famille. Je savais que John, dans son perfectionnisme, avait tout laissé brancher derrière le pupitre. Était ma chance, mon moment. J'avais attendu ce jour pendant plus de 3 ans, depuis le jour où j'avais trouvé cette preuve et décidé de la garder en secret, loin de sa portée. John se leva à son tour, l'arrogance s'effaçant pour laisser place à une confusion naissante. « Héloïse, de quoi parles-tu? C'est l'anniversaire de maman, range ce gadget. » Sa voix portait une pointe d'autorité, l'habitude de donner des ordres. Je m'agenouillai derrière le pupitre, manipulant la connectique avec une assurance que je ne me connaissais pas. Le câble HDMI, que John avait utilisé pour projeter les photos d'enfance de maman, était encore là. Un clic discret. La tablette se connecta au projecteur principal. Écran géant, qui dominait la salle et qui affichait il y a 1 minute une photo de ma mère jeune et souriante, de vin noir. Un noir absolu. Une attente palpable s'installa. Les gens cessaient de mâcher, les serveurs s'immobilisaient. « Héloïse! C'est assez !» gronda ma mère, la voix étranglée par l'embarras. Je me relevai, tenant la tablette à la main comme le sceptre d'une reine retrouvée. Je fixais John. Il était livide, l'instinct de survie commençant à crier dans son cerveau de fraudeur. Il fit un mouvement pour s'approcher. « Non, John, ne t'inquiète pas, dis-je doucement. Ce n'est pas un drame inventé. C'est la réalité. La tienne. » J'appuyai sur play. Écran noir s'anima. La qualité était impeccable. Haute définition. La scène montrait le bureau de John. Un lieu que tout le monde ici connaissait par les photos de presse-boiserie sombre. Vue imprenable sur la ville. Trophée de golf. John était là, assis à son bureau, beaucoup plus détendu que ce soir, le visage éclairé par la lumière d'un ordinateur. En face de lui se tenait un homme que je reconnus comme son ancien comptable, Monsieur Dubois. Dès les premières secondes, l'audio était d'une clarté terrible. Je vous l'ai dit, Monsieur Dubois, je ne veux pas que cela remonte à la comptabilité générale de la Fondation Avenir. Ces 850 000 € doivent être transférés. C'est clair? Était la voix de John, son ton de manager, froid et précis. Un murmure sourd parcourut la salle. Le mot « fondation » venait être prononcé. La Fondation Avenir était le joyau de la famille, créée par mon père pour aider les enfants défavorisés de la région. John en était le directeur et le visage public. Le comptable hésitait à l'écran, mais Monsieur John, cela représente presque la moitié des dons récoltés ce trimestre. C'est un détournement massif. John à écran riait, un rire sec, sans joie. Un détournement? Non, Dubois. Une réallocation de fonds. Mon avocat s'occupe du montage. Les investissements personnels dans l'immobilier sont, à terme, profitables à tout le monde. La famille. Pas c'est Casa Diao. Habi Azaru.
Ces petits nécessiteux, ils n'ont pas besoin d'autant. À cet instant précis, la salle est devenue silencieuse. Le silence N était pas seulement l'absence de son Kali, était une entité physique, lourde, suffocante, faite de la stupeur de 150 personnes. On n'entendait plus que l'enregistrement vidéo qui continuait sa progression implacable. Les verres étaient à moitié levés, les fourchettes suspendues au-dessus des assiettes. Je regardais John. Son visage était un masque de cendre, la couleur Si était retirée, laissant une peau grisâtre et des yeux exorbités. Il venait de comprendre. Il venait de comprendre qu'il n'avait pas seulement affaire à une sœur blessée, mais à un ennemi qui avait passé des années à fourbir ses armes en secret. L'enregistrement continuait, fournissant des détails accablants. Les dates des transferts, les banques utilisées, la mention explicite de la somme de 850 000 €. J'avais gardé cette preuve, reçue anonymement après le licenciement du comptable, comme une assurance vie, ou peut-être comme une bombe à retardement pour le moment où John tenterait de me détruire complètement. Ce moment était arrivé. Ma mère laissa échapper un petit cri, couvrant à peine le son de la vidéo. Elle comprenait, elle aussi, non pas la complexité financière, mais la trahison fondamentale, l'ampleur du mensonge qui protégeait son fils préféré. John, comme réveillé par une décharge électrique, se précipita vers moi. Il était hors de lui, la civilité envolée, remplacée par la panique brute. « Héloïse, arrête ça !» rugit-il, se ruant vers le pupitre pour arracher la tablette. Mais j'y étais préparé. J'avais anticipé sa réaction physique. Je fis un pas de côté, me décalant juste assez pour qu'il ne m'atteigne pas immédiatement, tout en gardant mes doigts sur l'île, écran pour m'assurer que la vidéo continuait de jouer. Il trébucha légèrement. L'île, élégance du grand homme d'affaires cesse, écrasant devant l'assemblée. Alors que John se débattait pour atteindre le câble, un autre extrait de dialogue retentit. Le coup de grâce. John à l'aile, écran, se moquant. Et si Héloïse continue de poser des questions, on la renvoie chez le psychiatre. Elle est tellement instable, personne ne la croira. Était la confirmation de la manipulation psychologique qu'il exerçait sur moi depuis toujours, la raison pour laquelle j'avais été traitée de folle et de manipulatrice quelques minutes plus tôt. La vérité étalait, doublement dévastatrice. John réussit finalement à s'emparer du câble HDMI et tira. Écran redevint noir mais le mal était fait. La révélation avait duré moins de 3 minutes, mais elle avait été d'une intensité suffisante pour brûler sa réputation à jamais. Il se tourna vers moi, le visage déformé par une rage froide, ses yeux cherchant à me pulvériser. « Tu vas payer pour ça !» siffla-t-il. Mais sa menace était creuse, déjà vidée de sa puissance par les preuves qui venaient d'où être projetées. La salle était encore plongée dans le silence absolu, brisée seulement par le souffle saccadé de John. Tous les invités, des amis de longue date aux partenaires d'affaires, regardaient John, non plus comme l'homme respecté, mais comme un voleur. Un voleur d'enfants. Ma mère pleurait silencieusement, son visage enfoui dans ses mains. La fête était terminée. L'air du mensonge aussi. J'avais gardé ces enregistrements en secret astérisque pendant des années. Non pas pour me venger mais pour me défendre au moment où il essaierait de m'anéantir. Esri était fait. Je remis ma tablette dans mon sac, mon cœur battant la chamade, mais mon esprit d'une clarté absolue. Je regardais John, qui haletait, entouré des restes de son autorité brisée. J'avais révélé la vérité. Ce jour-là, tout a changé. J'avais retrouvé ma voix au prix de l'explosion de ma famille. Et je savais que je ne serais plus jamais la menteuse humiliée. Réussit finalement à s'emparer du câble HDMI, et tira. Écran redevint noir mais le mal était fait. La révélation avait duré moins de 3 minutes, mais elle avait été d'une intensité suffisante pour brûler sa réputation à jamais. Il se tourna vers moi, le visage déformé par une rage froide, ses yeux cherchant à me pulvériser. « Tu vas payer pour ça ?» siffla-t-il, mais sa menace était creuse, déjà vidée de sa puissance par les preuves qui venaient être projetées. La voix était plus celle du mania autoritaire, elle était celle d'un enfant pris en faute, rauque et désespéré. Il pointa un doigt tremblant vers moi, mais le geste manquait de conviction. Élan de sa furie cissait, écrasant contre la masse inébranlable du silence. Ce silence. La salle était encore plongée dans ce silence absolu, brisé seulement par le souffle saccadé de John, qui ressemblait désormais au halètement d'un animal blessé. L'opulence du lieu, avec ses lourdes tentures de velours et l'aile, éclat froid des chandeliers, semblait accentuer l'horreur de la situation. On aurait dit que l'air lui-même était solidifié, piégeant les odeurs entêtantes des lys et le parfum ranci du homard froid dans une bulle de jugement suspendue. Tous les invités, des amis de longue date aux partenaires d'affaires, regardaient John. Ce était plus l'homme respecté, le pilier de la philanthropie lyonnaise, le fils préféré du défunt patriarche. Était un voleur. Un voleur d'enfants. Je sentis une vague de chaleur parcourir mon corps, non pas de la honte, mais une puissance inattendue. La peur, la vieille compagne qui m'avait ligoté pendant 15 ans venait de évaporer. J'avais mis en scène sa chute avec une précision clinique, et la réalisation de cette performance me remplissait d'une euphorie glacée. Était le goût de la justice servi, amer et exaltant à la fois.
John, comprenant que la violence physique N était plus une option devant 150 témoins, tenta de se raccrocher à la seule chose qui lui restait. Le déni social. Il redressa son costume froissé, essayant de retrouver le masque de l'homme d'affaires. « C'est une contrefaçon !» lança-t-il, sa voix tremblante mais audible. « Héloïse a falsifié cet enregistrement. Elle est malade, je vous l'ai dit. Elle est paranoïaque et obsédée par la destruction de notre famille. C'est une attaque contre maman. » Ces mots étaient vides. L'audio avait été trop clair, trop précis, trop authentique dans son arrogance pour être un faux. De plus, il venait de confirmer lui-même, 2 minutes plus tôt sur l'île, écran, qu'il m'avait délibérément fait passer pour folle pour couvrir ses manigances. Sa tentative de retournement se brisa contre le mur de la logique et la mémoire collective de l'Assemblée. Je me permis un sourire ténu. Je savais qu'il dirait cela. J qu'est la mémoire qu'a été préparée. Si qu'est la mémoire qu'était un faux John, repris-je, ma voix toujours d'un calme surnaturel qui contrastait avec l'atmosphère de chaos. Pourquoi m'avoir dit, juste avant de me traiter de menteuse, que J était la spécialiste des drames inventés? Pourquoi avoir tiré sur ce câble, comme si votre vie en dépendait? Je fis un pas vers lui, le surplombant légèrement. Vous n'avez pas à vous inquiéter du support numérique, continuai-je, m'assurant que mes mots portaient. Cette vidéo, avec les preuves bancaires associées, est déjà entre les mains de l'autorité des marchés financiers. Elle est chez 2 avocats différents, dans 3 pays différents, et une copie a été envoyée anonymement à tous les membres du conseil d'administration de la Fondation Avenir ce matin à 18h. L'effet de cette annonce fut sismique. Les murmures, étouffés jusqu'alors, explosèrent en un bourdonnement de panique. Les hommes d'affaires, conscients des répercussions légales et médiatiques, commencèrent à éloigner physiquement de John, créant un cercle de vide autour de lui. J'entendais des fragments de phrases. Fraude fiscale. La Fondation, c'est impossible. Il faut que j'appelle mon associé. John chancela. Était le moment où l'architecte de l'abus réalisait que l'échafaudage de sa vie venait d'être retiré. Ses yeux se posèrent sur ma mère. Ma mère pleurait silencieusement, son visage enfoui dans ses mains, les épaules secouées par des sanglots étouffés. Elle ne se préoccupait pas de l'AMF ou des avocats. Elle venait de perdre son illusion et, par extension, l'homme qu'elle avait élevé pour être le successeur de mon père. Elle comprenait l'ère du mensonge était terminée, non seulement pour John mais pour elle aussi, contrainte d'affronter la vérité brutale de son favoritisme. Je la regardais, et pour la première fois depuis des années, je sentis une pincée de pitié non contaminée par la rancœur. Mais cette pitié ne me ferait pas reculer. Sa douleur était le prix de ma liberté. C'est l'anniversaire de maman, John, dis-je, reprenant le ton qu'il avait utilisé pour me faire taire quelques minutes auparavant. Quel dommage que vous ayez choisi de gâcher sa fête en m'obligeant à me défendre contre vos mensonges publics. Je remis ma tablette dans mon sac, mon cœur battant la chamade mais mon esprit d'une clarté absolue. Je devais partir maintenant, avant que la ferveur de l'instant ne se transforme en un désordre chaotique. Mon rôle était terminé. J'avais allumé la mèche. Les serveurs, figés au milieu du service des fromages, regardaient la scène avec des yeux ronds, témoins involontaires d'une implosion familiale digne d'un drame grec. John fit un mouvement vers moi, mais il fut intercepté. Ce N était pas un garde du corps, mais Monsieur Gérard, un avocat d'affaires influent et membre du conseil. Écran, qui avait été une fenêtre ouverte sur l'ignominie de mon frère, redevint noir, absorbant la lumière vive des projecteurs et laissant derrière lui une obscurité morale plus profonde encore. Le doux ronronnement du projecteur s'arrêta, et avec lui, toute trace de mouvement dans la salle. La salle est devenue silencieuse. Un silence si lourd qu'il semblait exercer une pression physique sur les tympans. Les 150 invités, quelques secondes plus tôt animés par des rires forcés et des coupes de champagne, étaient maintenant des statues figées, pétrifiées dans des postures d'incrédulité et d'horreur. On n'entendait plus que le battement anormalement fort de mon propre cœur. Je pouvais sentir les regards peser sur moi, des yeux qui, quelques minutes auparavant, me jugeaient hystérique et pathétique, et qui me voyaient maintenant comme la détentrice d'une vérité explosive. John, lui, n'avait pas bougé de sa chaise. Il était assis à côté de maman, son visage habituellement si lisse, si maître de lui, était désormais une mosaïque de sueur froide et de fureur contenue, les mâchoires serrées au point de faire craquer l'émail de ses dents. Il ressemblait à un animal pris au piège, réalisant que le filet était tissé d'une toile bien plus solide qu'il ne l'avait imaginé. Je me suis levée lentement. Je n'avais plus besoin de me forcer à être calme. Le calme était revenu naturellement, comme une force irrésistible née de la justice imminente. Chaque muscle de mon corps, tendu pendant toutes ces années d'attente silencieuse, se relâcha. J'ai avancé vers l'avant de la table d'honneur, dépassant ma mère qui avait posé ses mains tremblantes sur sa bouche. Vous venez d'entendre la voix de John, ai-je commencé, ma voix était claire, posée, sans la moindre trace d'émotion superflue, un contraste frappant avec la folle que J était censée être. Vous venez d'assister à un aveu. Ce n'est pas un extrait monté, c'est une conversation de travail, datée du 14 mars 2018, enregistrée dans son propre bureau, où il détaillait à son comptable la méthode exacte pour siphonner les fonds destinés à la Fondation, les Lumières de l'Enfance. Notre Fondation. L'héritage de notre père.
Le murmure sourd qui avait commencé à zès, élevé parmi les invités, fut instantanément étouffé par la précision glaciale de mes mots. John se leva brusquement, faisant tomber sa chaise avec un fracas qui résonna dans le silence mortel de la salle. Il tenta de reprendre son rôle de directeur charismatique, son visage se tordant dans une tentative désespérée de colère juste. « C'est un montage, Héloïse. Tu as toujours été jalouse, manipulatrice, obsédée !» cria-t-il, pointant un doigt tremblant vers moi, sa voix se brisant sur la dernière syllabe. « Tu as trafiqué ça pour me détruire !» Je le regardais droit dans les yeux, sans ciller. J'avais attendu ce moment, cette tentative de diversion, depuis trop longtemps. Non, John. Je n'ai rien trafiqué. J'ai gardé la preuve. J'ai gardé l'enregistrement original sur un serveur sécurisé, scellé par un huissier il y a 3 ans, dès que j'ai compris l'ampleur de tes malversations. J'ai fait une pause, laissant le poids de l'information s'installer. La preuve avait été légalisée. Tu m'as traité de menteuse ce soir, John. Devant tous ces gens. Devant maman. Tu as dit que j'étais instable, que mes accusations étaient le fruit d'une imagination maladive. Mais ce que vous venez de voir, j'ai balayé l'assemblée du regard, m'adressant désormais à eux, ces juges silencieux de mon existence, c'est la vérité. J'ai révélé la vérité que j'ai portée comme un fardeau, une épée de Damoclès, pendant des années. J'ai senti l'île, élan cathartique monter en moi, non pas de la colère, mais d'une libération profonde. J'ai alors expliqué la stratégie derrière mon silence. Pourquoi n'ai-je pas agi plus tôt ? John m'a fait taire. Il m'a humilié en permanence, érodant ma crédibilité auprès de maman et de tous nos proches, me faisant passer pour l'enfant à problème. Si j'avais agi il y a 1 an, il aurait utilisé son réseau, son charme, son éloquence pour m'aimer, écrasé sous le poids de son intégrité publique simulée. J'ai attendu ce moment précis, ce dîner d'anniversaire, ce sommet de ton arrogance, John, où tu étais entouré de tous les partenaires d'affaires que tu as impressionnés, de tous les amis de maman que tu as charmés. J'ai attendu le moment où ta réputation était à son zénith, afin que ta chute soit totale. La sentence était prononcée. Le silence dans la salle était total. La tension palpable, l'air presque irrespirable. Maman, qui était restée immobile, poussa un gémissement faible. Elle n'était pas en colère contre moi, elle était brisée par la réalisation que son fils préféré, son homme d'affaires brillant Crow, était un criminel sans scrupules. Ses larmes coulaient sur le maquillage impeccable, mais je n'avais plus la force de la consoler. Sa foi aveugle en John avait été une partie du joug qui m'avait étouffé. John s'approcha de moi, le visage déformé. « Tu es malade, Héloïse. Tu vas le regretter. » Sa voix était rauque, un sifflement de menace. « Je ne regrette rien, ai-je dit, me reculant légèrement. La police est déjà au courant. Les preuves ont été transmises à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières. Quand tu as prononcé ces mots, quand tu m'as humilié en public, tu as signé ton arrêt de mort sociale. » L'effet fut immédiat. Les murmures, d'abord retenus, explosèrent. Les partenaires d'affaires de John commencèrent à se lever, leur visage affichant non pas de la compassion, mais une panique d'hommes craignant les répercussions sur leur propre bilan. Ils éloignèrent de John comme d'une source de contagion. Le masque d'homme d'honneur de John s'est fissuré, laissant apparaître la peur viscérale. Il regardait autour de lui, cherchant un allié, un regard de soutien. Mais il ne trouva que des visages de répulsion et de jugement. Celui qui était le plus respecté dans cette salle était maintenant le plus exposé. Il était démoli. Son monde, construit sur l'hypocrisie et les mensonges, écroulé en un instant. Je me suis détourné de lui, laissant les conséquences de ses actes le submerger. Mon regard s'est posé sur ma mère, qui pleurait silencieusement dans les mains de ma tante. Était une image de douleur, mais pour moi, la douleur des années évaporait. Le poids que je portais depuis si longtemps venait être transféré là où il appartenait, sur les épaules de mon agresseur. J'ai senti une légèreté incroyable, une sensation que je n'avais jamais connue. Était plus la fille nerveuse, émotionnelle et sans importance. J'aide et celle qui avait vu la vérité, et qui avait eu le courage, non pas d'exploser sous le coup de la colère, mais de planifier froidement sa justice. J'avais enfin retrouvé ma valeur. La sortie de John fut un spectacle pathétique. 2 hommes en costume sombre, que j'avais discrètement vus entrer par une porte de service, se sont approchés de lui. Il n'a pas résisté. Sa force, son assurance, tout avait été pulvérisé par ce projecteur et le son de sa propre voix trahissant sa duplicité. Tandis qu'on l'escortait hors de la salle, les flashs des rares téléphones qui osaient se lever pour immortaliser sa honte éclairaient son visage défait. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de cris. Juste le silence de la haute société face à un scandale irréversible. L'air était rempli d'une odeur de justice qui, bizarrement, ressemblait à de l'ozone après un orage. Je suis resté debout un long moment, regardant le siège vide de John. Mon rôle de victime, de manipulée, était terminé. Je suis redevenue Héloïse, la femme qui avait choisi la justice froide, plutôt que la vengeance chaude. J'avais attendu des années, enduré le mépris et les doutes, mais ce jour-là, tout a changé.
J'ai projeté la vidéo, j'ai exposé mon frère, et je me suis libérée. Et dans le chaos qui suivit, pour la première fois je me suis sentie puissante. Je zen était plus définie par mon humiliation, mais par ma victoire. Fin de la narration. La sortie de John fut un spectacle pathétique. 2 hommes en costume sombre, que j'avais discrètement vus entrer par une porte de service, se sont approchés de lui. Ils n'avaient pas l'uniforme ostentatoire de la police locale, mais l'allure sobre et inflexible des agents fédéraux. Ils ne le touchèrent pas immédiatement, mais leur simple présence créa un périmètre de honte autour de mon frère. John n'a pas résisté. Sa force, son assurance, tout avait été pulvérisé par ce projecteur et le son de sa propre voix trahissant sa duplicité. Il ne marcha pas. Il fut déplacé, son corps se déplaçant, avec la raideur d'une marionnette dont on aurait coupé les fils principaux. Les chemises impeccables, les cravates de soie qu'il portait comme des armures, ne servaient plus à envelopper sa défaite. Je pouvais voir le tremblement incontrôlable de ses mains. Le même tremblement qu'il m'avait reproché tant de fois. Il chercha une dernière fois mon regard, et dans ses yeux il n'y avait pas la haine que j'attendais, mais une incompréhension terrifiée. La sidération de l'enfant gâté qui réalise que, pour la première fois, ses charmes et son argent ne suffiront pas à effacer la conséquence. Tandis qu'on l'escortait hors de la salle, lentement, méthodiquement, pour que chaque invité puisse absorber l'image de sa chute, les flashs des rares téléphones qui osaient se lever pour immortaliser sa honte éclairaient son visage défait. Ces éclairs brefs et cruels étaient comme des coups de marteau sur le piédestal qu'il avait érigé. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de cris. Juste le silence lourd et gras de la haute société face à un scandale irréversible. Un silence qui n'adhère, était pas de l'empathie mais une évaluation chirurgicale des dégâts. Une relecture instantanée de leurs propres agendas. L'air était rempli d'une odeur de justice qui, bizarrement, ressemblait à de l'ozone après un orage. Une odeur électrique et nettoyante, balayant le parfum de champagne éventé et les effluves trop sucrés des bouquets de fleurs qui décoraient la salle. Le bruit sourd de la porte de service se refermant sur le départ de John fut le signal d'une explosion contenue. Le murmure, précédemment étouffé, devint un brouhaha cacophonique. Les invités se mirent à parler fort, non pas pour commenter, mais pour se dissocier. Les hommes d'affaires, les actionnaires qui avaient applaudi John il y a 1 heure, se précipitaient vers leur téléphone, leur panique palpable. Leur visage, jusque-là figé par l'horreur, se décomposait en expressions de pragmatisme brutal. Il fallait sauver les apparences, couper les ponts immédiatement, s'assurer que leur nom ne soit jamais associé à la fondation, les lumières de l'enfance, et à ses fonds détournés. Je suis resté debout un long moment, regardant le siège vide de John, sa chaise renversée n'ayant toujours pas été relevée. Elle gisait sur le tapis épais, témoignage muet de l'interruption violente de sa vie parfaite. Mon rôle de victime, de manipuler, était terminé. Je suis redevenue Héloïse, la femme qui avait choisi la justice froide, plutôt que la vengeance chaude. J'ai senti mes muscles se détendre jusqu'à la moelle, une sensation physique presque douloureuse, comme si une attelle invisible, portée depuis l'enfance, venait d'être retirée. Le dos, que j'avais gardé si raide pour ne pas flancher sous le poids des accusations de John, s'est légèrement courbé, non par faiblesse, mais par un allègement soudain et total. J'avais attendu des années, enduré le mépris et les doutes, mais ce jour-là, tout a changé. Je me suis souvenu de ce que John m'avait dit 1 an après la mort de père, quand j'avais pour la première fois osé murmurer mes soupçons. Tu n'as pas le tempérament, Héloïse. Tu es trop émotionnelle. Les gens comme toi explosent. Les gens comme moi construisent. Il avait raillé ma sensibilité, mon incapacité, selon lui, à gérer la pression. Il pensait que la colère était mon seul moteur, ma seule arme. Il avait eu tort. La colère est éphémère et autodestructrice. La justice, elle, exige de la patience et une planification militaire. J'avais passé ces dernières années à cultiver une froideur clinique, à faire de mon isolement forcé un laboratoire secret. Je n'avais pas explosé. J'avais implosé pour mieux me reconstruire en une forteresse inexpugnable, dont la seule munition était la vérité irréfutable. J'ai observé ma mère. Ma tante, Hélène, la tenait fermement, sa tête reposant sur son épaule. Maman pleurait toujours, des sanglots silencieux qui secouaient son corps sous la robe de soirée. Ce haine était pas la colère contre moi, mais la chute brutale de l'idole. Elle avait tant investi dans l'image de John, le fils parfait qui avait pris la relève, le pilier de la famille. Sa fierté aveugle était désormais son bourreau. Je n'éprouvais pas de la satisfaction à la voir souffrir, mais une fatigue immense. Une fatigue de n'avoir jamais été crue, de l'avoir vu choisir le mensonge brillant, plutôt que la vérité douloureuse que je représentais. Je n'avais plus besoin de sa validation, ni de son pardon. Le pardon, je le méritais de moi-même, pour avoir survécu et pour avoir agi. Mes yeux balayèrent la salle une dernière fois. Les silhouettes élégantes commençaient à se disperser, bises, échappant du désastre comme des rats quittant un navire en perdition. Le dîner somptueux était devenu un champ de ruines sociales. Les couverts en argent jetaient des reflets ternes, les bougies naisses, éteignaient, laissant derrière elles une odeur de cire chaude, et les verres à moitié pleins témoignaient de l'arrêt brutal des festivités. Je me suis souvenu de la peur. La peur viscérale qui m'avait serré la gorge au moment d'appuyer sur le bouton de lecture. Le tremblement de mes mains, la sueur froide sous la robe.
Mais la peur avait été vaincue, non par le courage au sens classique, mais par la conviction absolue que le prix de mon silence serait plus élevé que le prix de mon action. J'ai fait un pas. Puis un autre. Mes talons claquaient sur le parquet poli, un son net et affirmé qui contrastait avec le murmure confus des invités. Je n'ai pas pris la peine de saluer qui que ce soit. Je n'avais rien à justifier ni à expliquer de plus. La preuve était là, entre les mains de la justice. Arrivé à l'entrée de la salle de réception, je me suis arrêté devant le miroir mural, immense, reflétant l'opulence brisée derrière moi. J'ai regardé mon propre reflet. Mon visage était pâle, mais mes yeux, habituellement voilés par l'anxiété et le doute, brillaient d'une intensité nouvelle. Je était plus la caricature de la femme instable, mais une stratège patiente. Pendant des années, John avait construit sa légende sur l'idée que J était faible et hystérique. Il avait utilisé mon émotivité naturelle, ma sensibilité aux injustices, pour me décrédibiliser. Si j'avais hurlé ou pleuré lors de cette révélation, j'aurais validé son récit. Mais j'avais choisi la voix basse, le ton factuel, le calme qui désarme l'accusation de folie. Ce calme était ma plus grande force, la preuve que j'avais transcendé la victimisation. J'ai touché mon collier, un simple pendentif que père m'avait offert. Était la seule chose qui me rattachait encore à la mémoire de la probité de notre famille. Maintenant, cette mémoire était vengée. J'ai inspiré profondément, remplissant mes poumons de cet air d'après orage. La libération était pas une explosion joyeuse, mais une paix solide et froide. La fin d'une guerre personnelle menée dans l'ombre. Je n'avais pas seulement exposé mon frère, j'avais démantelé l'architecture de la domination psychologique qu'il avait érigée autour de moi. Chaque mot de mon discours, chaque fait précis que j'avais révélé, était un coup de marteau sur la cage dorée dans laquelle il m'avait enfermé. Était plus défini par mon humiliation, mais par ma victoire. Et cette victoire était pas seulement celle de la justice légale, mais la victoire de l'esprit. J'avais enfin récupéré mon histoire, mon intégrité, mon droit à la parole. Tandis que je sortais du grand salon, traversant le hall marmoréen, Ditry, écho de mes pas était celui d'une femme qui marche vers son avenir, non celle qui fuit son passé. La nuit à l'extérieur semblait moins sombre, plus claire. Le monde, soudain, était élargi. J était libre. Non pas libre de toute conséquence, car la reconstruction serait longue et douloureuse, mais libre du fardeau écrasant du secret et de l'injustice. Je m'arrêtai sur les marches, me retournant une dernière fois vers le lieu du crime et de la rédemption. La fête était finie. La vérité, elle, ne faisait que commencer.